Dans cette vidéo, je vais aborder le chapitre 11 sur le principe d'inertie. Alors, des petites choses à mettre au point déjà au départ. Première chose, c'est ce qu'on appelle le modèle du point matériel. Alors, très souvent, pour simplifier le mouvement des systèmes, on va remplacer un système par un point, ce qu'on appelle le point matériel. Par exemple, dans l'exemple ci-dessous, vous avez un skieur, un snowboarder, qui est tiré par une perche. Donc, on veut étudier son mouvement. Donc, on va simplifier cette étude en considérant que le skieur, finalement, est remplacé par un point M. Donc le point M qui sera généralement centre de gravité de l'objet, du système. Voilà, donc première chose. La deuxième chose que l'on va mettre au point, c'est ce qu'on appelle la somme de vecteurs. Alors, plus particulièrement ce qu'on appelle les forces qui se compensent. Alors, les forces vont se compenser, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand un objet est soumis donc à des forces qui se compensent, ça veut dire que la somme vectorielle des forces est un vecteur nul. Alors, une question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce qu'une somme vectorielle? Donc ici, par exemple, si on prend deux vecteurs, c'est en maths, deux vecteurs, un vecteur U et un vecteur V. Le vecteur V correspond à un déplacement entre le début du vecteur bleu jusqu'à la fin du vecteur V. D'accord? Et puis le déplacement du vecteur U, c'est un déplacement qui va aller de la base du vecteur vert, là, jusqu'au sommet du vecteur vert. Alors, si on veut additionner les deux vecteurs, donc les deux vecteurs vont correspondre aux deux déplacements, c'est-à-dire du déplacement du vecteur V au déplacement du vecteur U. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe si on additionne les deux vecteurs? On va avoir un déplacement du départ du vecteur V à la fin du vecteur U, ce qui va correspondre à un vecteur U plus V, qui est ici dessiné en rouge. Donc ce vecteur rouge correspond à la somme des deux vecteurs U et V. Regardons le deuxième cas ici. Le deuxième cas, on a un vecteur V dont le déplacement va vers la droite et un autre vecteur U dont le déplacement va vers la gauche. Si j'additionne ces deux vecteurs, donc le vecteur U plus V va correspondre au vecteur qui est en rouge ici. Donc un déplacement qui va aller vers la droite et vers le haut globalement. Ici, on a troisième cas, les vecteurs U et V. On remarque que ces deux vecteurs sont des vecteurs opposés. Opposés, ça veut dire qu'ils ont la même direction, la même norme, c'est-à-dire que la longueur des deux vecteurs sont identiques. Par contre, ils ont un sens qui est opposé. Donc si je fais la somme de ces deux vecteurs, le vecteur U plus le vecteur V, voilà, donc je remarque ici que je me reviens au point de départ. Donc là, nous avons finalement une somme des deux vecteurs qui correspond à aucun déplacement, c'est-à-dire au vecteur nul. Donc on va retenir que quand deux vecteurs sont opposés, la somme des deux vecteurs sont nuls. Alors cette somme de deux vecteurs, on peut aller plus loin, on peut additionner 3 vecteurs, 4 vecteurs, 5 vecteurs, etc. Je vous montre pour 3 vecteurs. Là, on veut additionner les 3 vecteurs, c'est V plus U plus W. Donc par exemple, ici on va mettre donc V plus U, d'accord. Après on additionne W, voilà. Donc un déplacement bleu qui va de la gauche vers la droite, plus un déplacement vert qui va de la droite vers la gauche un peu en descendant, plus un déplacement violet qui va vers le haut, ça nous donne globalement un déplacement rouge ici. Donc c'est la somme de U plus V plus W. Voilà pour les sommes de vecteurs. Alors on peut appliquer ça aussi au niveau des forces. Les forces, ce sont des vecteurs, donc on peut additionner ces forces. Donc prenons le cas, par exemple, ici, où on a deux vecteurs, le vecteur force-poids et le vecteur réaction du sol qui serait appliqué sur un système. Alors ça correspond pas à des déplacements, mais ça correspond à des actions. Donc on a une action qui va essayer de déplacer l'objet vers le bas, c'est le poids, et une action qui va essayer de déplacer l'objet vers le haut. Donc ces deux vecteurs, ces deux actions ont une certaine intensité.
une certaine direction, un certain sens, etc. Donc si je regarde ces deux vecteurs, on s'aperçoit ici qu'ils sont opposés. D'accord? Donc si je fais la somme de ces deux vecteurs, je vais ici obtenir un vecteur nul. Donc ça veut dire que si j'obtiens un vecteur nul, ce sont des forces qui se compensent. Maintenant, sur le deuxième cas ici, ce deuxième cas, on va avoir donc une action qui va aller vers le bas, vers le haut, une action qui va vers la droite. On s'aperçoit que les actions du poids de la réaction vont aussi s'annuler, mais il y a une dernière action qui va vers la droite. Donc globalement ici, notre action globale, si je fais la somme des trois vecteurs, ça sera une action vers la droite. Donc la somme des trois vecteurs ici n'est pas nulle. D'accord? Donc les vecteurs force, la somme des vecteurs les vecteurs force ici ne se compensent pas. Regardons ici, donc là c'est un petit peu plus compliqué, donc là je vais pouvoir déplacer les vecteurs, je vais additionner tous ces vecteurs. Donc j'ai le vecteur P plus le vecteur R, d'accord, donc une action qui va vers le bas, verticalement, une action qui va vers le haut et un peu vers la droite, et une dernière action qui va ici vers du haut vers le bas en allant un peu à gauche. Donc ces actions, globalement, finalement on s'aperçoit la somme de ces trois vecteurs correspond ici à un vecteur nul. Donc les trois forces qui s'appliquent sur le système ici se compensent. Maintenant si je regarde ce dernier cas, eh ben si j'additionne, je vais remonter celui-ci par exemple, voilà, ok, et hop, je vais mettre ce vecteur là. Ah, là on s'aperçoit que finalement la somme des trois vecteurs ici n'est pas nulle. Donc ici les vecteurs ne se compensent pas. On pourrait presque dessiner le vecteur somme ici, que je vais dessiner peut-être en violet. Allez, je sais pas s'il sera en violet, je pense pas. Donc le vecteur somme, il va du départ à la fin, ici. Alors, il n'est pas très beau ce vecteur, je vais le changer. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc voilà notre vecteur somme à peu près tracé. Voilà. Donc en violet, nous avons le vecteur somme. Donc là, on s'aperçoit que ce vecteur ici n'est pas nul. Donc les forces ne se compensent pas. Donc voilà en ce qui concerne la somme vectorielle, les forces qui se compensent. On va regarder cette fois-ci la suite, c'est notre fameux principe d'inertie. Donc dans un référentiel galiléen, donc ça sera important, ce principe ne sera valable que dans des référentiels dits galiléens. Donc si le vecteur vitesse du centre de gravité du système ne varie pas, alors la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système est nulle. Alors on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Si la vitesse ne varie pas, deux cas. La vitesse ne va pas varier si finalement notre vitesse est nulle. Si notre vitesse est nulle et reste nulle, la vitesse ne change pas. Ou bien la vitesse ne varie pas. Quand la vitesse en vecteur, vous voyez que c'est en vecteur, ne varie pas, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc si, finalement on peut l'énoncer de cette façon-là, le principe d'inertie, si notre système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors la somme des forces qui s'exercent sur ce système est nulle. Ou encore on dira que les forces se compensent. Donc je répète, si un système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc là, nous avons la notation, qui est plutôt une notation, on va dire, un peu mathématique. Alors, vitesse nulle, c'est vecteur vitesse égale vecteur nul, et le mouvement rectiligne uniforme se dit une vitesse en vecteur qui ne varie pas. Ça, c'est important, c'est vitesse en vecteur. Voilà. Alors, la réciproque est vraie. Si, par exemple, sur un système, on s'aperçoit que la somme des forces qui s'appliquent sur ce système est nulle,
alors on pourra dire que soit, si par exemple le système au départ était immobile, soit il va rester immobile, soit si au départ il avait déjà une vitesse, il va garder sa vitesse. Donc on va pouvoir le dire d'une autre façon, si la somme des forces qui s'exercent sur le système se compense, alors ce système reste immobile s'il était immobile au départ, ou en mouvement rectiligne uniforme s'il avait une vitesse initialement. Après, on va voir ce qu'on appelle la contraposée. La contraposée, c'est finalement, on prend la négation des deux affirmations de chaque côté. Donc, dans cette contraposée, on pourra dire, si par exemple la somme des forces, finalement, qui s'exercent sur le mobile n'est pas nulle, on va pouvoir dire que finalement, forcément, notre système n'a pas de mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que le vecteur vitesse varie. Donc voilà comme on peut le dire. Donc si sur un système les forces ne se compensent pas, alors ce système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme. Et réciproquement, on peut faire la même chose. Si notre système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. Alors, on va essayer d'appliquer ce principe d'inertie dans des cas. Enfin, ça va être ça qui va être le plus important, c'est savoir l'appliquer, ce principe d'inertie. Par exemple, ici, on va essayer dans quel cas la somme des forces appliquées au système est nulle. Donc, ça veut dire dans quel cas les forces qui s'appliquent sur le système se compensent. Prenons le premier cas. Alors, je vais vous laisser réfléchir. Allez. Vous pouvez mettre pause et vous réfléchissez sur les trois cas et mettre sur un brouillon votre réponse. Voilà, donc je continue. Dans le premier cas, qu'est-ce qu'on a? On s'aperçoit que la distance entre chaque point de notre chronophotographie est toujours identique. Donc ça veut dire qu'on a un mouvement rectiligne uniforme. Donc si on a un mouvement rectiligne uniforme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on applique notre principe d'inertie, ça veut dire que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc la somme des forces appliquées à ce système est nulle. Dans le deuxième cas, nous n'avons pas de mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement accéléré. Comme c'est un mouvement accéléré, j'ai oublié de dire pour le premier cas, on pouvait représenter la vitesse. Voilà, j'ai représenté les vecteurs vitesse et je m'aperçois que les vecteurs vitesse sont toujours les mêmes. Donc la vitesse, le vecteur vitesse finalement ne varie pas. On a toujours le même vecteur vitesse, donc les forces qui s'appliquent dessus se compensent. Dans le deuxième cas, on a un mouvement ici qui s'aperçoit qui est rectiligne mais accéléré. Donc ce mouvement rectiligne accéléré, ça veut dire que le vecteur vitesse ne change pas en direction, en effet, ne change pas en sens, mais par contre change en valeur. Donc ça veut dire que le vecteur vitesse varie. Si le vecteur vitesse varie, la somme des forces qui s'appliquent sur ce système n'est pas nulle. Donc les forces ne se compensent pas. Dans le dernier cas, ici, je m'aperçois que la distance entre les points est toujours identique. Ça veut dire que finalement, on va avoir une vitesse dont la norme est identique. Mais, une chose à pas oublier, c'est que le vecteur vitesse, ici, varie. Pas en valeur, mais varie en direction. Donc ça veut dire que notre vecteur vitesse, ici, varie. D'accord? C'est bien le vecteur qui varie. Donc comme le vecteur varie, ça veut dire que la somme des forces qui s'appliquent sur ce système n'est pas nulle. Ça veut dire que les forces ne se compensent pas. On va voir un dernier exemple, ici. Voilà. Donc, c'est de différentes phases de saut dans un saut parachute. Donc, ce que vous allez faire, vous allez mettre pause, lire, essayer de répondre à la question. Et ensuite, vous relancerez la vidéo. Alors, ici, dans quelle phase du saut de parachute est-elle soumise à des forces qui se compensent? Donc, on va voir que dans la première phase, donc cette
débute par le saut depuis un avion. Le parachute n'est pas ouvert. D'une vitesse quasi nulle, le parachute voit sa vitesse augmenter rapidement. Donc si je regarde ici dans notre première phase, la première phase, on pourrait presque l'arrêter. Voilà, ici. Voilà. Donc pendant cette première phase, ici, on s'aperçoit que la vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'augmente. Donc notre vecteur forcément vitesse varie. Donc ici, les forces qui s'exercent sur le parachutiste ne se compensent pas. Deuxième phase. Ah, on s'aperçoit que pendant cette deuxième phase, finalement, ici, on va avoir une vitesse qui est constante. D'accord? Une valeur constante, et on va s'apercevoir aussi que donc notre vecteur vitesse sera toujours dirigé vers le bas. La direction sera verticale, donc on va avoir un vecteur ici qui ne va pas varier. Donc ce vecteur ne variant pas, ça veut dire qu'on a un mouvement rectiligne uniforme. Bon, à peu près ce mouvement rectiligne uniforme, on va l'arrêter ici avant l'ouverture de notre parachute. Donc pendant cette deuxième phase, la vitesse, en plus c'est dit dans l'énoncé, sa vitesse stagnée, d'accord? Donc on va avoir des sommes des forces qui va s'exercer sur ce système sera nulle, ça veut dire que les forces vont se compenser. En fait, si on réfléchit bien, au départ, dans la première phase, quand il saute, donc il va acquérir une certaine vitesse, et donc les forces qui vont s'appliquer dessus, donc ça va être le poids et les frottements de l'air. Mais les frottements dans la première phase ne compensent pas le poids qui l'attire vers la Terre. Le poids et les forces de frottement ne sont pas compensés. Donc on va avoir un mouvement qui va être accéléré. Mais il va y arriver un certain moment où les forces de frottement vont exactement compenser le poids. Ce qui fait que la somme de la force de frottement plus le poids vont s'annuler. On aura un mouvement qui est rectiligne uniforme. Dans la troisième phase, on ouvre le parachute. Quand on va ouvrir le parachute, on va avoir une vitesse qui va diminuer. Donc on n'aura plus un mouvement uniforme, mais un mouvement ralenti. D'accord? La vitesse du parachute décroît rapidement. Donc là, la somme des forces, les forces ne vont pas se compenser, donc la somme des forces ne sera pas nulle. Donc là, la force de frottement est beaucoup plus importante que la somme des forces ne sera pas nulle. Ensuite, il nous reste la dernière phase. La dernière phase, ici, on va avoir une valeur devenue faible permettant un atterrissage en toute sécurité. On nous dit, voilà la vitesse rester égale. Donc, comme la vitesse reste égale, ça veut dire que sur la dernière phase, ici, on peut dire, ça va être à peu près à partir d'ici, voilà, dans notre dernière phase. Donc 1, 2, 3, 4. Dans notre dernière phase, on va avoir ici un mouvement rectiligne uniforme. Donc les forces vont se compenser. Donc la somme des forces sera nulle. Les forces qui s'appliquent sur notre parachutiste. Voilà. Pour l'application du principe d'inertie. On va retenir ceci. Ça sera le bilan. Donc, principe d'inertie. Toutes les forces qui agissent sur le système se compensent. Ça veut dire qu'on va avoir deux cas. Soit le vecteur vitesse est nul, ou bien il reste constant. Donc s'il est nul, le vecteur vitesse est nul, donc ça veut dire que notre système est immobile. Par contre, si la vitesse reste constante, ça veut dire que notre mouvement sera rectiligne uniforme. Si les formes se compensent. Et puis la contraposée, s'il n'est pas rectiligne uniforme, dans ce cas-là, forcément le vecteur vitesse varie, et les forces qui agissent dessus ne se compensent pas. Donc si on reprend l'histoire du curling. Alors au niveau du curling, quand les personnes vont balayer devant la pierre, ça va annuler les forces de frottement. Donc annuler les forces de frottement, ce qui veut dire que, je vais revenir un petit peu sur l'image qu'on avait ici, voilà. Donc quand on a annulé la troisième force, la force de frottement, ce qui fait qu'on a deux forces qui s'exercent sur notre palais.
c'est la réaction et le poids. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Les forces vont se compenser. Comme les forces vont se compenser et que le palais a une vitesse, cette vitesse ne va plus varier, elle va rester la même. Donc si on continue à balayer et qu'il n'y avait plus aucun frottement, si on imaginait une piste qui était infinie, notre palais continuerait à la même vitesse indéfiniment. Donc c'est la même chose si par exemple s'il n'y avait pas de frottement au niveau, par exemple, un autre exemple, un patineur sur un lac, s'il s'élance et qu'il n'y avait pas de frottement entre la glace et les patins, il garderait la même vitesse indéfiniment. Ce qui n'est pas le cas parce que finalement on a toujours des frottements qui existent, ce qui fait que on va perdre de la vitesse. Alors, il nous reste la fin, je pense que c'est bon. Voilà. Alors l'application à la chute libre. Alors pour l'application à la chute libre, c'est la définition finalement de la chute libre. Alors la chute libre, c'est un système qui n'est soumis qu'à son poids. D'accord ? Alors un système qui n'est soumis qu'à son poids, ça veut dire en fait que c'est un système où on néglige les frottements de l'air. Ça n'existe pas finalement quelque chose, c'est les frottements, quelque chose en chute libre finalement. La chute libre ne va exister que dans le vide, parce que dans le vide il n'y aura pas de frottement. Mais nous, sur certains cas, on va pouvoir négliger les frottements de l'air et sur un laps de temps donné, on va considérer qu'on a une chute libre. Par exemple, si on lance un objet sur une distance de 1 ou 2 mètres, on peut considérer que les frottements finalement n'agissent pas de l'air. Donc là, on peut considérer l'objet en chute libre. Il n'est soumis qu'au poids. Donc 2 cas, on va prendre la chute libre verticale. Donc si notre 2 cas pour la chute libre verticale, soit on lâche un objet sans vitesse initiale et l'objet tombe. Donc là, on néglige les frottements. Donc cet objet n'est soumis qu'à son poids, donc on a bien une chute libre. Et ici, l'autre cas, c'est quand on lance verticalement vers le haut, l'objet, il est toujours soumis qu'à son poids, et on néglige les forces de frottement. Et dans les 2 cas, comme l'objet n'est soumis qu'à son poids, il n'y a qu'une force, donc forcément les forces ne se compensent pas, et comme les forces ne se compensent pas, la vitesse n'est pas vecteur vitesse n'est pas constant, donc le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. En effet, dans ce premier cas, on va avoir un mouvement qui est rectiligne accéléré, et dans l'autre cas, ici, lorsqu'on lance l'objet vers le haut, on a un mouvement rectiligne ralenti. Donc la conclusion qu'on va retenir, si un système est en chute libre verticale, d'accord, c'est qu'il est soumis qu'à son poids, première chose. Le vecteur vitesse, finalement, comme il n'est soumis qu'à une seule force, les sommes des forces n'est pas nulle, donc la vecteur vitesse varie. Et puis 2 types de chute verticale, soit c'est un vecteur qui est initialement nul, c'est-à-dire une vitesse nulle, dans ce cas-là l'objet tombe, soit on lui donne une certaine vitesse verticale vers le haut. Voilà, les 2 types de chute verticale que l'on va avoir, celle qu'on a vue juste avant. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que on va appliquer un petit peu ces principes d'inertie dans quelques exercices. Donc vous aurez dans le cahier de texte les exercices à faire pour vendredi. Alors reprenez cette vidéo. Bon, je l'ai fait assez rapidement, il y a un peu d'imprécision, mais c'est pas grave. Donc travaillez ce cours et n'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt.